Les flûtes de champagne tintaient doucement dans le salon enfumé d'un hôtel particulier parisien, tandis que des officiers allemands se mêlèrent aux mondains français au printemps de 1943. Parmi eux évoluait une femme remarquable aux cheveux noirs et aux yeux perçants, son rire mélodieux charmant, aussi bien les colonels de la Wehrmacht que les officiers de la SS. Ils voyaient Elvira Choudoir comme la conquête parfaite, une veuve riche et bien connectée qui avait embrassé le nouvel ordre avec enthousiasme. Ils n'avaient aucune idée qu'elle cataloguait systématiquement leurs secrets pour les services de renseignement britanniques et leur envoyait de la désinformation afin de saper leurs plans pour une nouvelle Europe. Elvira Choudoir a mené l'une des doubles vies les plus dangereuses de la Seconde Guerre mondiale, opérant comme espionne de haut niveau pour la Grande-Bretagne, tout en maintenant sa couverture de collaboratrice nazie dans l'Europe occupée. L'agent Bronx, tel était son nom de code, était un rouage essentiel dans la machine de désinformation britannique connue sous le nom de Double Cross System, le grand plan visant à tromper les nazis sur la date et le lieu du débarquement du jour J en 1944. Chaque jour, elle risquait d'être démasquée alors qu'elle côtoyait l'élite nazie, apprenant leurs secrets et les transmettant au Military Intelligence MI6. Son histoire révèle la mince frontière sur laquelle les agents évoluaient entre la survie et la découverte, où un seul mot de travers pouvait signifier la torture et la mort certaine. Elle a réussi à marcher sur cette corde raide, si bien que son héritage demeure aujourd'hui comme l'un des agents doubles les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Elvira Joséphine de la Fuente est née en 1911 dans un monde de privilèges et d'intrigues internationales. Elle était la fille d'un diplomate riche en poste à l'ambassade du Pérou à Paris, et ses premières années ont été façonnées par la brillante carrière de son père. Éduquée dans les meilleures écoles françaises de Paris, Elvira devint parfaitement trilingue. L'espagnol, langue de son pays natal, le français, langue de son environnement, et l'anglais, appris grâce aux affectations de son père. À 23 ans, Elvira épousa un banquier belge nommé Jean Choudoir, espérant peut-être découvrir de nouveaux horizons au-delà de ses cercles diplomatiques. Mais Bruxelles devint vite étouffante. Elle sentait qu'elle n'avait rien en commun avec son mari, et la vie là-bas devint extrêmement ennuyeuse. En 1938, elle s'est échappée vers les promenades baignées de soleil et les casinos de Cannes avec son amie Romy Guilbet, où elle s'est délectée des jeux d'argent et des soirées tardives. Lorsque les forces nazies ont déferlé sur la France en 1940 et que Paris est tombé, Elvira a suivi l'affectation diplomatique de son père à Vichy, la soi-disant zone libre non occupée de la Troisième République française dirigée par le collaborateur nazi, le maréchal Philippe Pétain. Grâce à un passeport diplomatique et à une plus grande liberté de voyager que la plupart des gens pendant la guerre, Elvira préférait les bars et les casinos de l'autre côté de la Manche, à Londres. Mais comme on dit, la maison gagne toujours, et la jeune femme gracieuse et charismatique s'est vite retrouvée accablée par des dettes de jeu. Pour résoudre cette crise financière, elle a accepté un emploi de traductrice à la British Broadcasting Corporation. Cependant, cela s'est avéré aussi morne que sa vie précédente en Belgique. En avril 1942, une conversation fortuite dans un club londonien, où elle se plaignait de ses soucis financiers et de son emploi ennuyeux à un officier de la Royal Air Force sans méfiance, a mis son destin en marche. Impressionné par son aisance, sa maîtrise de plusieurs langues et ses relations internationales, il transmit son nom à Claude Danzy, alors sous-chef du Military Intelligence, SIS, le service secret britannique. Les histoires d'agents doubles en temps de guerre comme l'agent Bronx soulignent à quel point la technologie des communications a été essentielle pour l'issue de la Seconde Guerre mondiale. En parlant d'inventions vitales et de l'incroyable ingéniosité humaine qui ont façonné notre monde, je voudrais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Hungry Minds. Le livre « Le guide ultime pour reconstruire une civilisation » est une encyclopédie illustrée captivante qui vous emmène dans un voyage fascinant à travers les inventions et découvertes les plus importantes de l'humanité. Pour ceux d'entre vous, comme moi, qui sont fascinés par l'histoire de la communication et son rôle dans des événements comme le jour J, vous serez intéressés de savoir que le livre présente des articles sur le télégraphe et les chiffres, montrant comment ces innovations fondamentales ont façonné l'histoire. Le livre compte plus de 400 pages,
couvrant 180 sujets variés répartis sur 23 chapitres, le tout illustré par des dessins faits main unique qui mêlent plans d'ingénierie et art médiéval. Du papier d'art mat de haute qualité à sa superbe couverture laminée, il donne vraiment l'impression d'un objet de collection. Plus de 50 professionnels et créatifs se sont réunis pour créer ce livre qui est ensuite devenu un best-seller. C'est vraiment un livre parfait à poser sur la table du salon ou une idée cadeau pour toute personne curieuse. Pour acheter le livre, scannez le code QR à l'écran ou cliquez sur le lien en description. Utilisez le code promo THOMPSON 10 pour bénéficier d'une réduction de 10% lors du paiement. Merci à Hungry Minds pour le sponsoring de cette vidéo. En 1941, le Military Intelligence 6 avait créé ce qu'il appelait le comité VINT, un petit organisme interministériel chargé de superviser le système de double jeu britannique. Présidé par Sir John Cecil Masterman, professeur à Oxford, son rôle était de décider quelles informations les agents allemands retournés par la Grande-Bretagne devaient être autorisés ou obligés à transmettre à leurs contrôleurs de l'Abwehr et du Sicherheitsdienst en mélangeant des éléments authentiques avec des mensonges soigneusement élaborés pour tromper les services de renseignement nazis. Dès septembre 1939, Claude Danzy, en tant que représentant du Secret Intelligence Service ou Military Intelligence, 6 au sein du comité VINT, avait commencé à constituer son propre réseau privé Z d'agents en Europe. Au moment où Elvira Choudouar entra en contact avec le Secret Intelligence Service en avril 1942, le comité VIN avait effectivement pris le contrôle de toutes les infiltrations d'espionnage allemandes en Grande-Bretagne. Une vingtaine d'agents capturés étaient redevenus des agents doubles travaillant activement pour la Grande-Bretagne. Sous sa direction, ces agents doubles étaient déjà utilisés non seulement pour transmettre de véritables renseignements afin de convaincre l'Abwehr de leur utilité, mais aussi pour semer les graines de la désinformation concernant les futures opérations alliées qui, à ce stade de la guerre, étaient centrées sur l'Afrique du Nord. Le comité VINT remarqua immédiatement la jeune femme pleine de vie qui était apparue sur leur radar. Pour eux, Elvira incarnait le parfait vecteur social, belle, éloquente et habituée à fréquenter des ambassadeurs et des attachés militaires. Sa prédilection pour les bars et les casinos était, à leurs yeux, un atout utile pour sa future carrière d'espionnage. Pourtant, l'évaluation interne du Military Intelligence 5 a soulevé quelques inquiétudes concernant leur nouvelle recrue potentielle. On craignait notamment que sa vie sexuelle agitée ne la rende vulnérable au chantage. Cependant, ces préoccupations n'ont pas suffi à dissuader le comité des 20. Réuni dans le luxueux hôtel Connaught à Mayfair, Claude Danzy proposa un plan audacieux. Elvira jouerait le rôle de mondaine dans les salons français. Elle laisserait une trace, comme il disait, attirant ainsi tout officier ou agent allemand qui pourrait rechercher sa compagnie. Si elle pouvait se laisser recruter par les nazis comme agent, elle pourrait travailler efficacement contre eux. Son passeport diplomatique et ses liens familiaux à Vichy, où son père était en poste, lui fourniraient la couverture parfaite pour des allers-retours. Elle retourna bientôt en France de Vichy, où elle fréquentait les cercles sociaux et militaires de l'élite, attendant que la première occasion se présente, ce qui ne tarda pas du tout. En septembre 1942, le destin frappa. Alors qu'elle socialisait à Cannes, elle tomba par hasard sur une vieille connaissance, un homme nommé Henri Chauvel. Il était un ancien prisonnier de guerre et était devenu un collaborateur nazi. Chauvel, reconnaissant le charme et les relations d'Elvira, la présenta à son ami allemand Helmut Bliel, un agent de l'Abwehr nommé personnellement par Hermann Göring. Sous son surnom affectueux Bibi, Bliel courtisa Elvira lors de 3 soirées somptueuses dans un restaurant discret du marché noir. Ensuite, ils parcoururent dans les quais, partageant des confidences jusqu'aux premières heures de chaque matin. Manifestement épris, Bibi déclara qu'il espérait revoir Elvira. Pas pour le plaisir, ils pourraient peut-être faire des affaires. C'était l'occasion pour Elvira et elle fut rapidement présentée à l'Abwehr, l'agence de renseignement militaire allemande. L'Abwehr reconnut les mêmes qualités que le Secret Intelligence Service britannique et offrit bientôt à Elvira une rémunération de 100 livres par mois en échange de renseignements économiques provenant de Grande-Bretagne. Bien qu'il ignorât qu'elle travaillait déjà pour le Military Intelligence, Bliel lui confia la toute dernière et meilleure invention des Allemands, l'encre secrète. Il lui enseigna personnellement son utilisation. Elle apprit à préparer une feuille de papier blanc, ni trop épaisse ni trop fine, en la frottant vigoureusement avec du coton sec.
En utilisant seulement la pointe d'une écharde d'allumette, elle écrivait des lettres capitales si pâles que l'encre touchait à peine le papier. Le mois suivant, l'Abwehr était prêt à déployer leur nouvel agent en Grande-Bretagne pour sa première mission, totalement inconscient du fait qu'elle travaillait déjà activement contre eux. Lorsqu'elle est rentrée en Angleterre le 28 octobre 1942, Elvira a été officiellement placée sous le contrôle du comité Vangt et a reçu le nom de code Bronx, d'après son cocktail préféré, un martini au gin avec de l'orange. On lui a donné un poste de couverture à la British Broadcasting Corporation Logic, vu son expérience passée dans l'entreprise. Les services de renseignement britanniques n'étaient cependant pas encore totalement convaincus de la fiabilité de leur nouvelle agente. Il n'y avait aucune preuve indépendante pour corroborer son histoire sur Blael et son soutien présumé de l'Abwehr. Elvira avait été recrutée alors qu'elle était dans une situation financière difficile et n'avait pas encore prouvé sa loyauté. Pendant qu'ils analysèrent les échantillons d'encre secrète qu'elle avait fournis, le Military Intelligence 5 surveillait les déplacements d'Elvira et mettait son téléphone sur écoute, cherchant à détecter toute sympathie pro-allemande qu'elle aurait pu exprimer en pensant que personne ne l'écoutait. Non. Elle a accueilli un petit ami chez elle dans son appartement de Mayfair, organisé de nombreuses grandes fêtes et passé la plupart de ses nuits à jouer au poker. Il a également été noté qu'elle appréciait la compagnie des femmes autant que celle des hommes, entretenant une relation amoureuse avec Monica Sheriff, propriétaire de chevaux de course et amie de la famille des Windsor. Malgré son mode de vie peu conventionnel, le Military Intelligence 5 en vint à accepter que ses intentions d'agir comme agent double contre les nazis étaient sincères et constata à travers ses communications contrôlées avec l'Abwehr qu'elle était devenue considérée comme l'une de leurs agents fiables. Le travail de l'agent Bronx se distinguait par son ingéniosité, sa théâtralité et l'orchestration minutieuse de son tempérament unique. Grâce à sa formation auprès de l'Abwehr, Elvira communiquait principalement via les légendaires lettres à l'encre secrète. Elle envoyait des lettres qui, sous la direction du Military Intelligence, mêlaient de véritables informations économiques et de la désinformation. Ces lettres étaient envoyées à sa banque à Lisbonne, une ville neutre qui servait de relais, connue pour le renseignement secret des deux camps, pendant la guerre. Dans l'une de ces lettres écrites à l'encre secrète, on pense qu'elle a contribué à dissuader les nazis d'utiliser une attaque au gaz toxique contre Londres. Elle a informé ses contacts que les Britanniques s'étaient déjà préparés à une telle attaque et qu'ils accumulaient leur propre stock d'armes chimiques pour riposter contre les Allemands si cela devenait nécessaire. Au fur et à mesure que la guerre avançait et que la possibilité d'invasion alliée devenait plus pressante, les Allemands avaient le besoin d'une méthode plus rapide pour recevoir des informations urgentes que les services postaux traditionnels qui étaient notoirement lents en temps de guerre. En tirant parti de la connexion déjà existante de Bronx avec sa banque à Lisbonne, un système de télégrammes commerciaux codés a été mis en place pour permettre une communication rapide, notamment concernant les sites et les horaires potentiels de débarquement alliés. L'accord était que, dans le cas où elle apprendrait quoi que ce soit sur le moment et le lieu d'une invasion, l'agent Bronx devait envoyer un télégramme commercial en langage clair. Les Allemands lui ont donné des instructions sur un code spécifique où la somme d'argent demandée dans le télégramme indiquerait la zone cible de l'invasion. Ensuite, la raison pour laquelle elle demandait l'argent, que ce soit pour payer un médecin, un dentiste ou des médicaments, indiquerait le degré de certitude de l'information. Enfin, la rapidité avec laquelle elle indiquait avoir besoin de l'argent permettait de savoir si la date du débarquement était inconnue ou si elle aurait lieu dans 2 semaines ou dans un mois. C'est l'envoi d'un tel télégramme qui garantirait qu'agent Bronx serait reconnu comme l'un des grands espions de la guerre. Alors que la guerre se prolongeait en 1943, l'agent Bronx allait jouer un rôle subtil mais significatif dans l'une des plus grandes illusions théâtrales de la guerre jusqu'à ce moment-là. L'opération Cockade. Alors que les forces alliées exploitaient à leur avantage en Sicile et que les soviétiques les combattaient quant et férocement sur le front de l'Est, Cockade était une série d'opérations de tromperie destinées à fixer les forces allemandes en Europe de l'Ouest et à attirer la Luftwaffe dans une bataille aérienne décisive. L'opération consistait en 3 principales feintes. L'opération Starkey, une fausse invasion du nord de la France, l'opération Tyndall, une menace fictive contre la Norvège, et l'opération Wadham, une autre attaque fictive sur la côte française. Ces manœuvres s'avèrent un objectif simple mais à haut risque, convaincre les généraux d'Hitler que les Alliés pouvaient en frapper n'importe où, sauf sur les véritables cibles, diluant ainsi les défenses allemandes et offrant un temps précieux aux planificateurs alliés.
Le contexte était tendu et incertain. La véritable invasion transmanche, ce qui deviendrait le jour J, était encore à plus d'un an, et les Alliés devaient maintenir l'attention allemande fixée à l'ouest, plutôt que de permettre l'envoi de renforts vers l'Italie ou le front de l'Est. La London Controlling Section, dirigée par le colonel John Bevan, a orchestré la tromperie, s'appuyant sur un mélange de faux mouvements de troupes, de signaux de diversion, de raids de commando et, surtout, de doubles agents transmettant de fausses informations à l'ennemi. Elvira était chargée de fournir aux Allemands de fausses informations sur les plans d'invasion alliés afin de soutenir la ruse. Elle a rapporté que l'invasion de la France était prévue pour septembre de cette année-là. Un message soigneusement synchronisé avec d'autres agents doubles pour créer un chœur de mensonges corroborants. L'espoir était que cela maintienne les divisions allemandes immobilisées à l'ouest, mais hélas, les Allemands n'ont pas mordu à l'hameçon comme espéré, refusant de se laisser entraîner dans une coûteuse bataille aérienne et déplaçant 10 divisions du nord de la France vers d'autres théâtres d'opération. Néanmoins, l'opération Cockade a apporté des leçons précieuses aux Alliés dans l'art de la tromperie et a contribué à jeter les bases des opérations futures en 1944. En effet, la participation d'Elvira n'était qu'une répétition pour sa contribution la plus célèbre au succès du débarquement du jour J. À l'approche de 1944, et alors que les planificateurs alliés visaient les côtes de Normandie, les enjeux de la tromperie ont augmenté de façon spectaculaire. Les échecs et les enseignements tirés de Cockade ont directement influencé les stratégies de l'année suivante, culminant dans une nouvelle toile de désinformation bien plus ambitieuse. L'opération Bodyguard et ses nombreux sous-intrigues. Au cœur de cet effort se trouvait l'opération Fortitude, le grand plan visant à convaincre les nazis que l'invasion commencerait au Pas-de-Calais. Un plan de tromperie moins célèbre, mais tout aussi important, était le plan Ironside, le complot visant à convaincre les Allemands que la véritable menace ne se trouvait pas en Normandie, mais sur les rivages lointains du golfe de Gascogne. Ici, le rôle d'Olvera passerait de la répétition à l'acte principal, car ces télégrammes codés deviendraient pour la pièce maîtresse d'une tromperie qui contribuerait à façonner l'issue même du jour J. Le golfe de Gascogne, situé près de Bordeaux, était un port et une base navale vitaux pour l'effort de guerre allemand. Les interceptions des services de renseignement alliés avaient révélé que les commandants allemands étaient déjà inquiets en sorte d'un possible débarquement dans cette région, ce qui a poussé les Alliés à amplifier ces craintes grâce au plan Ironside. Le plan prévoyait que 2 divisions débarqueraient sur l'estuaire de la Garonne 10 jours après le jour J, et que 6 autres divisions arriveraient des États-Unis pour capturer Bordeaux et rejoindre une invasion imaginaire dans le sud de la France. Alors que l'opération Fortitude utilisait un mélange de fausses armées, de chars et d'avions gonflables, de trafic radio et de doubles agents pour rendre son histoire crédible, le plan Ironside adopta une approche plus discrète, reposant exclusivement sur des doubles agents, notamment l'agent Bronx et ses collègues Tate et Garbeau, pour transmettre de fausses informations aux Allemands. La tromperie commença sérieusement le 23 mai 1944. Wolf Schmidt, connu sous le nom d'agent Tate par les Britanniques, transmit à Berlin un rapport selon lequel sa petite amie fictive, Mary, avait été envoyée à Washington pour planifier une force expéditionnaire de la 6e division américaine destinée à la côte ouest de la France. Pendant ce temps, Juan Pujol, alias l'agent Garbeau, informait l'Abwehr d'une offensive en 2 temps contre la presqu'île de Brest en Bretagne. L'agent Bronx ajouta à la cacophonie de fausses informations en envoyant un simple télégramme codé à sa banque de Lisbonne qui disait en français « Envoyez 50 livres rapidement, j'en ai besoin pour mon dentiste ». En réalité, ce que l'agent Bronx communiquait à l'Abwehr, c'était qu'elle avait confirmé qu'un débarquement allié aurait lieu dans la baie de Biscay dans seulement 1 semaine. L'impact de son simple télégramme fut extraordinaire. Les forces allemandes, croyant qu'un débarquement allié était imminent dans le sud-ouest de la France, ont positionné toute une division de chars, la redoutable 11e Panzer, pour défendre contre une attaque qui, finalement, n'a jamais eu lieu. John Cecil Masterman attribua plus tard au télégramme d'Elvira le mérite d'avoir maintenu cette formation blindée cruciale loin des véritables plages du débarquement en Normandie, qui commença 10 jours plus tard, où elle aurait pu compliquer de façon significative les premières heures cruciales de l'assaut allié. Ensemble, ces fils parallèles de désinformation provenant des 3 agents doubles ont tissé une toile de menaces imminente sur l'ouest de la France, obligeant les Allemands à retenir des renforts vitaux, à affaiblir les défenses de la Normandie
et en fin de compte à amplifier le succès de la véritable invasion. Bien sûr, Elvira savait qu'elle aurait des explications à donner après le jour J, lorsqu'il deviendrait évident que ces informations étaient peu fiables. L'agent Bronx et ses responsables britanniques ont eu la prévoyance de préparer des réponses aux questions inévitables que ces responsables allemands ne manqueraient pas de poser. Pour préserver sa crédibilité, Bronx a envoyé une lettre en même temps que son télégramme, mais qui n'est arrivé que quelque temps après la date supposée de l'attaque dans le golfe de Gascogne. Dans cette lettre, Elvira affirmait avoir obtenu ces informations d'un diplomate britannique ivre qui lui avait dit que l'attaque serait retardée d'1 mois. L'élément crucial était que la lettre arriverait environ 2 semaines plus tard, bien après la date indiquée par le télégramme et plus proche du moment réel du débarquement de Normandie, tout en laissant entendre qu'une attaque aurait lieu dans le golfe de Gascogne. Lorsque la véritable invasion alliée de l'Europe commença le 6 juin 1944, le travail de l'agent Bronx se poursuivit, mais à un rythme beaucoup plus réduit. Ces rapports continus à l'Abwehr ont contribué à la mosaïque de fausses informations fournies par des agents clés comme Garbeau, qui ont amené les commandants allemands, en particulier Hitler et von Rundstedt, à maintenir d'importantes réserves immobilisées dans le Pas-de-Calais, dans l'attente d'une seconde invasion, plus importante, qui n'est jamais venue. Au début de 1945, l'agent Bronx fit un dernier voyage à Madrid dans le cadre de son travail pour les Alliés. Sur place, elle a tenté de retrouver les derniers contacts de l'Abwehr, sans succès. Les nazis étaient devantés dans leurs derniers instants et ils n'avaient ni le temps ni les ressources pour gérer des espions. Elvira a écrit une lettre à l'encre secrète dans laquelle elle suggérait de relancer le système de télégramme afin qu'elle puisse avertir d'éventuelles attaques alliées en Scandinavie et dans le nord de l'Allemagne. Mais à ce stade de la guerre, le besoin de tromperie avait diminué. Peu de temps après la victoire en Europe, le 8 mai 1945, Elvira Chaudouard s'est retirée à Beaulieu-sur-Mer, dans le sud de la France, où elle tenait une boutique de cadeaux. Sa nouvelle vocation était bien loin de l'intensité et de l'intrigue de sa vie pendant la guerre, et c'était peut-être intentionnel. Alors qu'elle s'installait dans une nouvelle existence paisible, libérée de l'ombre constante de ses agents de renseignement des 2 camps, elle a sans doute dû se réhabituer à sa vie. La reconnaissance pour ses services pendant la guerre n'est venue que des décennies plus tard, lorsque le Military Intelligence 5 lui a envoyé un chèque de 5000 livres en décembre 1995 pour reconnaître sa contribution à l'effort de guerre. Cette reconnaissance tardive est survenue seulement quelques semaines avant sa mort, le 11 janvier 1996, à l'âge de 85 ans. La place d'Elvira Chaudouard dans l'histoire a failli être obscurcie par le secret des archives. Le 5 septembre 2005, près de 10 ans après sa disparition, les dossiers du Military Intelligence 5 concernant ses activités ont été déclassifiés et rendus publics. Cela a finalement permis aux historiens et au public de comprendre l'ampleur de son remarquable service pendant la guerre et d'avoir un aperçu des dimensions humaines des grandes tromperies stratégiques qui ont façonné l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Son parcours extraordinaire de mondaine joueuse à atout crucial du renseignement en temps de guerre illustre les héros inattendus qui ont émergé pendant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Le succès de son télégramme du 1er mai 1944, qui a permis de détourner les forces blindées allemandes de la Normandie, représente l'un des exemples les plus concrets de la manière dont des opérations de renseignement individuelles peuvent influencer directement des résultats militaires majeurs. Aujourd'hui, l'agent Bronx se tient aux côtés de nombreux autres espions du jour J, tels que Garbeau, Tate, Brutus, Tricycle et Tréjure, comme preuve que dans le monde clandestin du renseignement en temps de guerre, la perception peut être plus décisive que la force et qu'une lettre envoyée au bon moment peut être plus puissante qu'un bataillon.